Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau qui se met en mode débrief et en mode débrief. Eh bien, d'une Vuelta particulière, la Vuelta 2025, c'est pas forcément celle qui va rester dans les annales. En tous les cas, c'est l'impression qu'on a. Et pour en discuter ce soir, comme d'habitude, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains. Salut Salut. Romain, salut Alexis, salut tout le monde. Alors on a dit, c'est vrai que cette Vuelta, est-ce qu'elle va rester dans les annales ou pas? On n'en sait rien. En tous les cas, sur la dimension sportive, on va bien évidemment y revenir. Avant ça, il y a eu un événement, ou plutôt une multitude d'événements qu'on ne peut pas éluder sur le petit plateau. Évidemment, ce sont les protestations de personnes qui sont bien pour cette cause palestinienne et qui ont perturbé, il faut le dire, la course à plusieurs moments. Et sur le petit plateau, ça nous tenait à cœur aussi de nous positionner un petit peu par rapport à cela. Et ça tenait notamment à cœur de Damien d'évoquer le sujet. Oui, oui, moi ça fait un moment, pour rien vous cacher, que je me demande ce que je peux faire aussi, moi, pour manifester mon soutien à la cause palestinienne. Et c'est pas grand-chose, hein, dans un podcast qui fait 1000 vues que de donner mon avis, mais je vais le faire quand même et c'est toujours un petit début. Je vais me positionner très clairement. Moi, je suis content d'avoir vu autant de manifestations, autant d'actions. Honnêtement, le vélo, la course, qui est des étapes rabotées, j'en ai rien à foutre si ça sert à un contexte où il y a des drames, des horreurs qui se passent au niveau humain. Je dis au niveau humain parce que on a souvent tendance, et peut-être que certains ici n'aimeront pas ça, et chacun a le droit, hein, de dire vous allez mêler de la politique et du sport, etc. Déjà, pour moi, la politique est partout, mais surtout, j'ai même envie de dire, c'est pas de la politique, c'est de l'humanisme. Là, on est dans Mhm. l'humanisme, on n'est plus dans la politique. Je vais pas faire de sémantique et de parler de est-ce qu'il y a un génocide à Israël, en Israël. Je veux même pas rentrer dans ce genre de débat. Si vous voulez pas appeler ça un génocide, appelez ça des horreurs inhumaines, totales, aux yeux de tous. Et à un moment donné, on peut plus dire oui, il y a des fake news, des mauvaises images, blablabla. Non, ils s'en cachent même pas. Même la colonisation, ils le disent très clairement aux yeux de tous. Donc qu'un peuple s'éveille et manifeste son mécontentement, qu'une organisation laisse, entre guillemets, en partie faire, en tout cas laisse les gens s'exprimer, brandir des drapeaux, on a vu des peintures de pastèques sur la route, ben, je trouve ça génial. C'est une scène internationale, il y a une caisse de résonance. Les étapes qui ont dû être amputées, on peut peut-être parfois le regretter, mais c'est aussi comme ça qu'il y a une caisse de résonance. Les drapeaux, c'est génial. Moi, c'est déjà très très bien. Mais s'il n'y a pas un événement qui va faire parler, la cause, elle va pas être autant entendue que s'il y a des problèmes. La nuance qu'on peut apporter, évidemment, c'est la mise en danger des coureurs. Là, non. Il y a des trucs qui ont été un peu loin. Alors, de nouveau, qu'est-ce que c'est comparé à ce qui se passe à Gaza? Mais les coureurs qui sont mis en danger n'y peuvent strictement rien. Donc, là, c'était un peu dépasser les limites. Voilà, c'était pas bien. Après, j'ai du mal à jeter la pierre, je vous dis, à ces manifestants qui dénoncent une cause qu'on devrait tous, moi j'ai l'impression, plus se dénoncer et Mhm. défendre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Damien. Pareil, hein, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est clair que c'est pas parce que que je perds 15 km de course que je vais me plaindre par rapport à ce qui se passe. Et voilà, je sais que j'entends aussi des gens dire que ça n'a rien à faire là. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que oui, il faut montrer notre mécontentement, utiliser ce genre d'événement, comme tu dis, à une grosse résonance médiatique pour le montrer. Pourquoi? Parce que certains crimes de droit international humanitaire, qui est le nom juridique pour le droit des conflits armés, en gros, se passent, surtout dans ce contexte-là israélo-palestinien, se passent parce qu'il y a une complicité ou un silence international. Se passe parce que les États occidentaux ne disent rien. Donc oui, il faut montrer que nous, la population n'est pas d'accord avec ça. L'Espagne le fait et on voit le résultat. L'Espagne est un des pays qui prend le plus la parole contre les actions, contre les violations quotidiennes, répétées, délibérées d'Israël du droit international humanitaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. S'il y en a qui veulent en parler en commentaire, il n'y a aucun souci, dans le respect, bien entendu. Mais, euh, mais oui, moi je suis, en prenant en compte évidemment que la sécurité des coureurs est primordiale, la sécurité de tout le monde d'ailleurs est primordiale, je suis pour ce genre de manifestation, oui. Oui, c'est vrai que dans l'histoire du sport, il y a des images très marquantes qui sont toujours associées, ou en tout cas souvent associées à la politique, hein. Rappelez-vous cette image des athlètes américains noirs
qui était point levé sur le podium des Jeux, je pense, de Munich, si ma mémoire est bonne, ou de Los Angeles, enfin peu importe lesquels. On a eu récemment, c'était Kaepernick, le footballeur américain qui mettait un genou à terre sur l'hymne national américain pour dénoncer les violences faites contre les populations afro-américaines. Je veux dire, le sport et la politique se sont mêlés et on l'a notamment à travers les sponsors de certaines équipes qui sont présentes, dont effectivement l'équipe Israël. Je suis tout d'accord effectivement avec vous. Il y a une légitimité de la part de ces personnes à manifester leur mécontentement et une caisse de résonance que leur offre l'événement et les deux sont indissociables. Moi, ce que j'aurais voulu ajouter en plus, c'est que on a beaucoup entendu ou lu des réactions qui allaient contre l'organisation de cette Vuelta. Et moi, je tenais à dire que je trouve au contraire qu'ils ont très bien réagi dans la mesure où, euh, finalement, le rôle des organisateurs, c'est d'organiser un événement de sorte que la sécurité de tous soit respectée. Des coureurs, des suiveurs, des spectateurs. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant des kilomètres et des kilomètres, on a vu ces drapeaux au bord des routes, ces drapeaux palestiniens. Moi, j'ai vu plus de drapeaux palestiniens au bord de la Vuelta que je ne vois de drapeaux flamands au bord du Rhône. C'est extraordinaire, cette image. Mhm. Dans la plupart des cas, ça s'est très bien passé. Il y a eu cette vitrine qui était effectivement offerte aux protestataires. Et puis, dans quelques cas, malheureusement, effectivement, il y a eu des débordements qui ont mis en danger certaines personnes. Ça peut être les coureurs, parfois ça peut être aussi les spectateurs entre eux. Et donc là, l'organisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a dit, OK, ben là, ça devient trop dangereux, on neutralise. Donc c'est logique. Qu'est-ce que l'organisateur pouvait faire de plus? Et là, c'est le deuxième volet, c'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu aussi ou lu, il fallait supprimer, enfin, il fallait exclure l'équipe d'Israël. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour trois raisons. La première, c'est qu'on ne sait de toute façon pas si ça aurait arrêté les protestations. Et ma conviction est que non. Mhm. C'est-à-dire que la présence de l'équipe d'Israël a focalisé peut-être effectivement l'attention sur cette course en particulier, mais le fait qu'Israël se soit retiré, le fait qu'Israël ait enlevé Israël de son maillot, n'a absolument pas calmé les choses. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on le fait ici pour Israël, ben, enfin, je veux dire, on peut le faire toutes les équipes. Je veux dire, si demain quelqu'un vient rouspéter parce que dans les Émirats arabes unis, on bafoue un autre droit, ou bien quelqu'un vient protester contre l'équipe, le Team Flanders, hein, qui est sponsorisé par la région flamande en Belgique, parce que les Flamands sont nationalistes, et enfin, on peut partir dans n'importe quelle chose, dans n'importe quelle direction. Ce serait ouvrir finalement une porte qu'on ne pourrait plus refermer, qu'on ne pourrait plus contrôler. Et puis alors le troisième élément, c'est que ben, au final, il n'y a aucune règle qui le permettait. Je veux dire, à partir du moment où l'UCI accepte que des équipes soient sponsorisées par des États, donc accepte le sport washing, elle doit faire avec. Et les organisateurs qui s'inscrivent dans ce calendrier-ci doivent faire avec. Et donc la question à se poser, c'est pas est-ce qu'on devait ou non exclure Israël, c'est est-ce que l'UCI doit accepter ou non des sponsors politiques. Mais ça, c'est un autre débat, je pense qu'on pourra voir plus tard, mais voilà, ça c'était les éléments que je voulais apporter sur ce sujet en particulier. Ouais, un dernier truc avant de passer au sportif. D'abord, dire que je suis d'accord avec tout ce que tu as énoncé sur Israël pendant la Vuelta. Moi, j'ai pas un avis définitif sur en dehors de la Vuelta. C'est-à-dire, on a pu agir contre des athlètes russes. Je sais pas ce qu'il faut faire ou pas pour les athlètes israéliens. J'ai pas envie de me prononcer, mais je suis moins catégorique. Pendant la Vuelta, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça créerait un précédent complètement fou. Alors, hein, donc ça voilà. Et dire, et ça j'y ai pensé pendant qu'Alexis en parlait, effectivement l'Espagne, bah, tout le monde le voit que l'Espagne est quand même proactif. En fait, moi ça m'avait déjà marqué sur San Sebastian, ce que tu as dit Romain avec les drapeaux. Il y avait déjà beaucoup de drapeaux sur San Sebastian. Et pendant que tu parlais, tout en t'écoutant, j'ai su faire deux choses en même temps, je suis fier de moi, je suis allé revérifier. Et l'équipe Israël n'était pas au départ de la Classico 1. Et Mhm. pourtant, les drapeaux étaient là. Donc, je suis assez d'accord avec toi que de toute façon, bien sûr, ça a peut-être un tout petit peu amplifié les choses, mais il ne venait pas non plus contre l'équipe cyclisme Israël. Il n'y aurait pas eu cette équipe, c'était une caisse de résonance. Ils seraient venus avec leur drapeau, etc. Moi, j'en suis persuadé comme toi. Bon, on peut peut-être
clôturer là-dessus. Et pour ceux qui ne voulaient pas entendre parler de politique, même si nous on trouve ça essentiel et primordial, on va quand même revenir aux sportifs maintenant. Après, est-ce qu'on va dire beaucoup plus sur le sportif parce que c'est une Vuelta, comme tu l'as dit, qui ne restera pas dans les annales. Hein. Donc ben voilà, en fait, moi, je vais avoir une question très simple. Je vais juste donner ma réponse, enfin une de mes réponses en premier qui va être très brève. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, de cette Vuelta? Et ma réponse est, je vous souhaite bien du courage, que moi, ce que je vais retenir de cette Vuelta, c'est que c'était quand même vraiment nul, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je dirais que c'est un ballon qui a fait pchit. C'est-à-dire que dès avant la Vuelta, quand on a découvert le parcours, on s'est dit, c'est une succession de courses de côte en fait. C'est pas non plus le parcours qui va offrir le tour le plus génial de la décennie. Mais enfin, ça pouvait être compensé à ce moment-là en partie par une start list qui était ronflante, hein. Rappelez-vous, euh, si on enfin, allez, on met de côté Pogačar, Remco et Roglic, il restait Vingegaard, c'était presque décevant que le Danois soit là parce que derrière Vingegaard, il y avait vraiment la porte ouverte pour une superbe bagarre. Euh, le problème, c'est qu'avant même le départ, on a commencé à avoir cette start-list qui est partie à volo. On a d'abord eu Enric Mas. Alors, vous savez que je ne suis pas un grand fan d'Enric Mas, mais je pense que sur le Tour d'Espagne en particulier, voilà quelqu'un qui aurait essayé quelque chose, et puis qui effectivement, dans des étapes où on est 3 fois sur 4 sur des arrivées en altitude, on aurait vu Mas, je pense, malgré tout, à l'attaque. Donc, Mas a déclaré forfait. Le lendemain, on annonce que Carapace, là pour le coup, par contre, là, je suis vraiment fan du coureur et voilà bien quelqu'un qui aurait dynamité cette course qui était forfait à son tour. Derek G, le Canadien bah, de chez Israël, Premier Tech, qui tout d'un coup, 3 jours avant le départ, est retiré de la start list. On ne sait toujours pas pourquoi aujourd'hui, mais il y a effectivement cette saga qui manifestement n'est pas dénuée justement de ce côté politique pour expliquer ce retrait. Et donc finalement, avant même le départ, on avait déjà plusieurs coureurs qui auraient vraiment pu animer cette course, qui étaient sur le côté. Et puis dès que ça a commencé, on a très vite vu après la première course en côte que Ayuso n'était pas à niveau, que Landa n'était pas à niveau, que Bernal, c'était pas le Bernal du Tour d'Italie. Et finalement, les quelques rares qui étaient à niveau, ben, Ciccone est parti, a pris un éclat parce que blessé à la selle, il a fallu qu'il revienne en troisième semaine. Enfin, au final, tout s'est dégonflé comme un ballon de baudruche pour se retrouver avec des commentaires en troisième semaine. Ah, on retrouve Jay Hindley Prime. Non, non, je suis désolé. On a un tour au rabais avec effectivement un Vingegaard. Bon, là, pour le coup, autant on avait pu apprécier le Danois sur le Tour de France qui était obligé d'attaquer, mais qui était dans un tempérament offensif qui ici a été tout le temps dans le contrôle, qui était malade en plus, mais malgré ça, il remporte haut la main, face à un Almeida qui avait certainement le Tour d'Espagne qui était le moins bien dessiné pour ses qualités. Et donc, ben derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Tom Pidcock qui ne doit jamais terminer troisième d'un grand tour, mais qui, sur ce grand tour au rabais, a réussi effectivement entre des Hindley qui étaient, oui, qui étaient bons, mais sans plus, ou un Pellizzari qui a 21 ans, fait son deuxième grand tour de la saison et qui va encore faire sixième ici. Voilà, je trouve que ça montre vraiment cette promesse qui n'a pas du tout été tenue pour plein et plein de raisons. Je te trouve quand même un peu dur avec le meilleur ami d'Alexis. J'aimerais quand même bien entendre Alexis sur Pitcock, moi. Bah écoute, ça tombe bien, je suis obligé d'en parler en plus, hein, parce que c'est l'épisode prévu, j'avais dit qu'il ferait peut-être 11e sur un malentendu. Mais attention, donc mea culpa de ma part, hein, il fait un très beau podium. Je précise quand même pour ceux qui nous écoutent, Pidcock est un coureur que j'aime bien, hein, en plus le personnage me fait rire, pas de souci, simplement j'ai toujours dit que c'était pas un coureur de grand tour. Et là, il vient faire 3e, donc est-ce que je me suis trompé? Peut-être. Bon, je vais un peu changer mon narratif. Pidcock peut de temps en temps, 2, 3 fois dans sa carrière, viser une place correcte dans un grand tour, sur un grand tour en rabais, à rabais, comme des Romains, et si le parcours lui convient à merveille. C'est le cas ici. C'est pas une critique. Tous les coureurs ont une spécialité, bon, en tout cas la plupart. Et moi, je suis pour une diversité dans les types de parcours. Mais voilà, Pidcock, ça reste un coureur qui brille soit sur des efforts plus type classique, moyenne montagne, soit sur des efforts secs de moins d'1 heure. Or, ici, bah, c'était que ça, quasiment. Donc, franchement, c'était un parcours idéal pour lui.
Mais quand même, en vrai, je vais pas mentir, hein, je le voyais craquer sur l'Angliru ou sur l'étape de samedi dernier là, donc il m'a fait mentir, même si c'était voilà, les performances, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'en termes de watts par kilo, c'était pas le grand tour du siècle, loin de là. En termes de nom dans le top 10, c'est pas le grand tour du siècle, loin de là. Mais voilà, quand même, j'imaginais des Gall finir devant lui, le duo de Bora, je l'imaginais finir devant lui, même un Ciccone qui, mais, voilà, au final, c'est une erreur de le penser parce qu'il a jamais prouvé sur 3 semaines, mais voilà, il y a beaucoup de noms que j'imaginais devant lui, c'est pas le cas, donc chapeau Tom. Ouais. Ouais. Je suis d'accord en fait que c'est un grand tour au rabais, mais c'est vrai que Romain, je te trouve un peu dur, même avec Hindley d'ailleurs, qui au final, bon alors après, oui, tu vas me dire, c'était un Almeida, déjà c'est Almeida, que Almeida entre guillemets, un Almeida qui a dit être malade, mais au final, sur la fin de la Vuelta, il est quand même au niveau d'Almeida, il fait quand même jeu égal, donc ouais, je pense qu'on a quand même revu du bon Jay Hindley. Moi, Oui, je m'y attendais pas. Je suis content. Après, bien sûr, c'est vrai, hein, Pellizzari, c'était son deuxième grand tour. Gall, on pouvait attendre aussi. Après, c'est vrai que Gall, il enchaîne avec le tour où il a déjà fait le classement général aussi. Donc voilà, il y a des circonstances. Mais moi, comme Alexis, j'ai envie de dire, mais quand même. Franchement, moi aussi, Pidcock, je l'attendais pas ouais, là, hein. Malgré non, non. tout, en fait, tu vois, Alexis, tu te rappelles, tu avais dit, ouais, 11e, 12e, je sais plus, effectivement. Quand j'ai vu les problèmes de certains, bon, moi, Landa, j'y croyais pas, Landa, parce que je pense que c'était trop vite, leur tour, il n'était pas prêt. Mais c'est vrai que Chicone, je le voyais devant, Bernal, quand même, devant aussi, etc. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu le truc, ouais, Pidcock, il peut aller faire ça bas. Tu feras ton top 10, tu feras 8e, tenir son podium. J'ai pas cru une seconde, même encore ici samedi, pour moi, il allait craquer, il allait au Ouais. moins se faire passer par Hindley, quoi, hein. En vrai, le Bola del Mundo et l'Angle Roux, il le gère parfaitement, hein. Ouais, ouais, ouais. Chapeau à lui, franchement. Même Et si en donc, effet, c'était pas des performances dignes du Tour de France 2024-25 et d'autant plus 2024, quand même, il l'a tenu, quoi. Je mhm. l'imaginais craquer complet, moi. Donc on va pas s'emballer, hein. Il va pas jouer un podium de Tour de France, Non. mais même si c'est un parcours qui lui va moins mal, il y a quand même des endroits où on l'imaginait pas tenir. Donc Ouais, voilà, je suis curieux de voir pour la suite. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que du coup, nous on voulait pas qu'il joue les classements généraux. Est-ce qu'il doit quand même, Alexis t'as un peu répondu en fonction des parcours en fait. Est-ce qu'il c'est doit ça. quand même encore se mettre ces objectifs-là? Est-ce qu'il peut encore progresser aussi peut-être dans certains domaines et donc vraiment jouer des classements généraux? Ou est-ce que toi, tu penses que c'est vraiment, vraiment quand même très lié au parcours? Bah, pour moi, c'est 100% lié au parcours. Et alors, il peut, s'il veut, attendre la présentation des parcours chaque année pour lui faire son programme, mais enfin, vise des classiques et des victoires d'étape, ça te réussira beaucoup mieux, quoi. Vraiment. Mhm, Et alors, s'il fallait viser sa petite Volta, la limite son Giro, pourquoi pas de temps en temps, mais là, j'attends de le voir sur les classiques de fin de saison et au championnat du monde. Je pense qu'il a beaucoup plus à gagner. Alors, malheureusement, il tombe sur des gars plus forts que lui là aussi. Mais je pense qu'il a des meilleures places à aller chercher sur des classiques ou sur des victoires d'étape en classement général. Alors, c'est paradoxal de dire ça alors qu'il vient de faire troisième, mais il faudrait que les étoiles s'alignent pour qu'il refasse cette performance-là. Donc, oui, de temps en temps, fais-le si tu veux, mais pas au détriment du reste, quoi. Vraiment. mhm. Euh, un discours qu'on pourrait tenir, et tu l'as mentionné pour Giulio Ciccone, c'est vrai qu'un des trucs qu'on peut retenir de cette Vuelta, c'est qu'on doit arrêter de croire que Giulio Ciccone peut aller jouer un classement général, hein. Oui, Il sans lui arrive doute. toujours quelque chose. C'est pas qu'une question de niveau, hein. Enfin, il y a peut-être le niveau, mais il lui arrive toujours quelque chose de toute façon. Ouais, c'est clair. J'avais entendu James, je sais plus si c'est sur le podcast Saderail ou enfin, en tout cas, il en parlait. Et lui, ça le rend malade hein, de voir Chicone jouer des James Odvart, donc hein, qui Mhm. travaille un peu pour Eurosport. Lui, ça le rend malade de voir Chicone jouer des classements généraux. Il dit mais il pourrait avoir une telle carrière en jouant des courses d'un jour qu'il arrête à un moment donné avec les classements généraux. Voilà pour Ouais. la petite histoire. Moi, je vais vous redonner la parole. Je vais juste vous dire un petit truc qui m'a marqué. Mais en fait, quand j'ai imaginé cette question de qu'est-ce que vous retiendrez, c'était aussi, tiens, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on retiendra de cette Vuelta? Et moi, je vais vous donner un truc qui m'a marqué, mais que j'aurais oublié d'ici 2 mois, en fait. Donc, ça tient pas tellement. Mais ça m'a quand même un peu marqué. C'est que il y a quand même une énorme différence entre les 3-4 meilleurs sprinteurs au monde et le reste. Philipsen, il arrive, on savait même pas s'il pourrait être au départ, il n'est pas prêt. Bon, il les a quand même globalement éclatés, hein. C'est Mhm. un truc de fou quand même. On a Philipsen pas bien, Philipsen qui n'est plus le meilleur sprinter du monde, qui n'était pas prêt, qui est pas bien. Alors oui, la start list elle était ce qu'elle était en sprinter, mais on voit que les mecs qui sont
subtop du sprint, en fait, ils sont à des années-lumière des autres. Alors, même à Pedersen, par exemple, sur du sprint pur, il y a un monde. Il y a un monde. Et petit truc, tant qu'on y est, la dernière étape de sprint qu'on a pu voir, là, je suis obligé de juste chapeau Alpecin. Ouais, incroyable. Putain, mais quelle équipe, quoi. Il y a toutes les bonnes décisions sont prises au bon moment. C'est du papier à musique. Quand on parle parfois d'équipe qui a la culture du sprint, culture du chrono par équipe, ben Alpecin, ils ont vraiment quand même cette culture du sprint. Ils arrivent avec les mecs qui, de base, sur les noms, tu te dis pas c'est le meilleur trait, c'est pas les meilleurs, enfin, c'est pas les plus forts. Et ben dans leur rôle, tu as l'impression qu'ils peuvent être tous les plus forts à leur étage. C'est incroyable. Vraiment Mhm. masterclass ce sprint. À fond. Sinon, ouais, un truc qui potentiellement m'a marqué, il faudra en prendre en compte dans les prochains, enfin, dans les prochaines previews. C'est paradoxal parce qu'il va le gagner ce tour. En plus, il disait qu'il était malade, mais voilà, ça on sait jamais. C'est honnêtement, Vingegaard, c'est pas le même niveau qu'en 2024 hein, et qu'en 2023, en 2022. 2024, on l'a déjà dit plein de fois, il ressort d'une blessure qui aurait pu lui coûter la vie. Il fait un Tour de France, ok, il le perd, il se fait massacrer par Pogacar, mais il fait des performances de dingue. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que là, il va le gagner et qu'en 2024, il se fait exploser. Mais il est largement en dessous. Il fait des moins bons chiffres qu'en 2024 en termes de watts par kilo, alors que, et sur le Tour de France 2025 aussi, hein, c'est pas que sur cette Volta, alors qu'il a eu une préparation parfaite. Donc honnêtement, le niveau de Vingegaard, pour des raisons X ou Y, est inférieur. Et ça me fait dire aussi, et c'est tant mieux, que même en 2025, même à l'heure des régimes spéciaux ultra-glucosiques, je sais pas si ça se dit, mais bref, ça reste dur d'enchaîner le grand tour en fait. Parce qu'il l'a gagné, mais il n'était pas virevoltant, et tous ceux qui ont enchaîné le grand tour cette année n'étaient pas virevoltants, donc voilà, ça reste quand même à prendre en compte. Ben, Petite c'est clair question que aussi. quand tu vois que de plus en plus on parle de records dans tous les sens, des ascensions montées de plus en plus vite, des étapes terminées dans un temps de plus en plus court, ben, il y a une intensité de plus en plus forte dans le Mhm. cyclisme. Et maintenir ce niveau d'intensité, bah, déjà sur 20 jours, c'est pas donné. Mais alors sur 40 jours, finalement, Ouais. avec deux fois un grand tour où tu ne peux pas t'autoriser le moindre craquage, ça reste de la performance quand même, effectivement. Et oui, j'entends tout à fait qu'il est, il est moins fort qu'en 2024 et qu'en 2023. Il a quand même réussi, ce que Pogacar avait fait l'année passée, ce que d'autres feront certainement encore, mais c'est vrai que peut-être que ça nous permet aussi de nous rendre compte que euh, pouvoir aligner deux grands tours sur la même saison, c'est ultra costaud, mais alors jouer la gagne sous les deux, c'est Mhm. encore plus costaud. Alors Ouais, les c'est gagner, clair. Pogacar, il le fait en sifflotant. Donc ça Ouais. m'amène à une question, parce qu'il y a un truc que j'ai entendu cette fois-ci, je fais la promo de tous les podcasts aujourd'hui, c'est sur le coup Mhm. tordu. J'ai entendu Vincent qui disait, pour lui, ça veut pas dire que Vingegaard est devenu mauvais, hein, mais le prime Vingegaard est passé. Vous pensez aussi? C'est possible, mais tout peut changer en cyclisme, hein. On l'a déjà dit, c'est peut-être un petit peu pour se rassurer qu'on dit ça, mais voilà, en 2023, on n'aurait jamais imaginé ça, tu vois, que Pogacar réinverse la tendance. Donc il suffit que, et attention, aucune accusation ni même sous-entendu là-dedans, mais il suffit que Visma retrouve une petite technique qui fonctionne bien, que Mhm. UAE, sa technique ne puisse plus être utilisée. Parce qu'on peut se poser la question du du monoxyde, hein. CO2. Peut-être que c'est pour ça que Vingegaard est moins fort aussi. C'est du légal, hein, donc comme je dis, aucune accusation là-dedans. Mais voilà, il suffit, tout peut changer, quoi. Ou un autre entraînement, une autre diète, autre. Ça peut arriver, mais c'est clair qu'on peut se poser la question, et elle est légitime. Il est moins fort qu'avant, alors que les cyclistes, on a quand même l'impression que ces dernières années, ils ne font que progresser, jusqu'à ce que leur prime passe, donc jusqu'à ce que l'âge les rappelle, on va dire. Mais voilà, il a dégraissé au lieu de progresser, donc on peut se poser la question, ouais. Et puis, alors, ça n'a pas du tout, c'est pas du tout intervenu pendant cette Vuelta, mais on peut quand même se rappeler aussi que pendant le Tour de France, il y a eu plusieurs petites accroches au niveau interne à l'équipe avec la femme de Jonas Mhm. Vingegaard qui aurait critiqué des choses et compagnie. Donc peut-être qu'il y a aussi un moment où psychologiquement, autant je Ouais. pense que le Jonas, il est très fort dans la mesure où une fois qu'il se met dans un mode, c'est un vrai viking finalement, hein, c'est un guerrier, mais ça lui demande énormément de sacrifices.
Ouais. Et l'air de rien, ça fait 4-5 ans qu'il est en train de faire des sacrifices. Où là, peut-être qu'effectivement, si on regarde un Pogacar, Pogacar n'a pas l'impression de faire des sacrifices. Pogacar, on dirait que c'est inné, que c'est naturel. C'est le cas chez personne d'autre. C'est ça qui rend Pogacar si unique, finalement, par rapport au reste du peloton. Regardez un Remco Evenepoel sur le Tour de France, c'était ça, je pense. C'était un, un travail de guerrier. Il s'est rendu compte que ça n'avait pas marché. Il était troisième, hein, quand il abandonne avec le maillot blanc. Donc il aurait pu faire la même chose que l'année avant, mais il sentait que il s'était préparé pour faire un meilleur résultat et que ça n'allait pas arriver. Parce que c'est des sacrifices, c'est tout axé sur cette course-là. Et ça, je pense que c'est très, très usant Mhm. mentalement. Et là, effectivement, je pense qu'on est. D'ailleurs, c'est bien simple, hein, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le milieu du vélo nous disent euh, au top niveau, tu restes pas 10 ans, hein. Et Non. Vingegaard, Mhm. alors, il a mis le temps d'arriver au top niveau, mais il est dans le cyclisme depuis plus longtemps en tout cas, il est arrivé plus tard aussi, mais enfin, depuis plus longtemps que les autres. Donc, ça va peut-être jouer aussi à ce niveau-là. Mais effectivement, je rejoins Alexis, il suffirait que la Visma retrouve un atout supplémentaire que les autres n'ont pas pour que ça redémarre. Sait-on jamais? Ouais, Mais là, sur la comparaison, moi je trouve que c'est difficile le comparatif avec Pogacar parce qu'on ne sait pas quelle est la marge de progression de l'un par rapport à la marge de régression de l'autre. Mais c'est plus avec l'écart avec le reste. Il a été, pour moi, même si ça, il l'a pas montré, il a été assez facilement au-dessus d'Almeida. Il a été mhm. assez facilement deuxième du Tour, mais pas comparable avec ce qu'on voyait avant. Même Non. Lipovic, il a réussi à s'accrocher un petit peu, ce qu'on n'aurait jamais imaginé avant, que le troisième savait s'accrocher en fait. Et Lipovic arrivait un tout petit peu. C'est en ça que je me dis que peut-être que, alors évidemment sur les techniques etc, ça peut tout de suite redonner un petit coup d'avance. Il suffit qu'une superpuissance découvre un petit truc parce qu'ils ont les moyens et comme on dit, on parle pas de dopage et rien du tout, hein, et ça peut le remettre dans le game. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu Vincent dire ça, je me dis, je suis pas loin de penser que c'est vrai. Et Prime, en tout cas, je le vois plus capable de progresser. Là où d'autres progressent Ouais. peut-être encore, je vois plus Vingegaard capable de progresser, en fait. Mais Et tu disais, sur le plan, excuse-moi, je vais te donner la parole tout de suite, sur le plan mental, Romain t'en parlait, on se rappellera, je sais plus si c'était après le premier ou le deuxième Tour de France qui gagne, que déjà là, on évoquait une lassitude et un petit burn-out. Oui, hein. mhm. Donc, Bah, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Si je le vois, si je le vois dégraisser, c'est plus parce qu'il lâcherait prise. Suffit Mhm. d'1%, hein. Suffit d'un entraînement que tu skippes 1 heure en plus, un petit repas en plus, un petit cheat meal en plus. Voilà, il suffit de ça. C'est plus là-dessus que je le vois un petit peu craquer. Si son épouse parle autant de santé mentale, c'est pas anodin. C'est soit que elle sent que lui en a marre, soit que elle en a marre et que du mhm. coup elle le soutiendra moins. Et lui, je sais que ça va. On remarque que sa famille passe avant tout, et tant mieux. Donc voilà, si elle en a marre, il en aura marre aussi. Donc Ouais. ça peut arriver. Mais c'est Ouais, vrai ouais. que, rappelez-vous, Trine, je pense, s'appelle son Mhm. épouse, a critiqué, parce que je parlais ici des bisbrouilles en interne avec Wout et compagnie, mais indépendamment de ça, l'épouse de Vingegaard a critiqué le fait que Jonas avait été trop souvent parti en dehors de la maison Ouais, pour préparer ce Tour de France. c'est Et ça. alors, bien évidemment, il y a le biais de la réalisation et de la scénarisation finalement de la série Tour de France. Mais on a pu voir pendant effectivement 2 ou 3 saisons que Vingegaard est quelqu'un qui finalement est assez fragile, hein. Quand il parle de sa famille, il est très vite avec la gorge serrée, avec les larmes un Mhm. peu aux yeux. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est peut-être tout le temps un peu à la rupture, effectivement, qu'il ne suffirait pas grand-chose pour que ça parte un peu en sucette. Peut-être. Je ne lui souhaite pas, honnêtement. Je ne suis pas du tout fan du coureur, mais je ne lui souhaite évidemment pas de partir là-dedans. Mais on- lui gagne. Il y en a tellement qui sont dans ce même état d'esprit, mais qui ne gagnent pas. Et on le voit régulièrement, des coureurs qui mettent fin à leur carrière à 24, 25, 26 ans, parce que c'est Mhm. trop. C'est trop Mhm. d'investissement, c'est trop de sacrifices finalement pour un sport qui reste très, très, très difficile. Qu'ils aient des bons vélos et des bonnes techniques pour avancer ou pas, ça reste Ouais. un sport très difficile. Tu parlais de l'entente qu'il y a eu, enfin, entre guillemets, l'entente, parce que finalement, je crois pas que l'entente était si mauvaise, mais donc le petit truc entre Vingegaard et Wout,
Je pense, Romain, que tu voulais quand même nous parler aussi un petit peu du AE sur cette Ah Vuelta. ben, c'est quand même le grand tour des clashs, hein, rappelez-vous. J'ai vu d'ailleurs pas mal aussi d'internautes dire que cette Vuelta était le plus moche grand tour depuis 10 ans. Et beaucoup mettent en numéro 2 la Vuelta 2023. C'est-à-dire celle qui est remportée par les trois Visma, hein, rappelez-vous, Sepp Kuss qui débarque de nulle part, qui fait quand même un bon tour ici, hein, il termine Mhm, 7e ou ouais. 8e. Mais donc effectivement, où on avait eu cette Vuelta qui avait signer quelque part le divorce entre Roglic et la Visma. Aujourd'hui, cette année-ci, on a une Volta qui signe le divorce entre Ayuso et UAE. Euh, je pense que c'est ça qu'on va garder, parce que ce qu'on garde, nous, en mémoire de cette Volta 2023, alors oui, il y a le triplé, mais il y a effectivement cette rivalité en interne. Et ici, c'est pareil. À l'heure où on enregistre ici, on a eu il y a 1 heure une confirmation comme quoi apparemment le deal est fait. Il manque plus que la donc entre Ayuso et Lidl Trek, hein, il manquerait plus apparemment que la signature officielle. Mais enfin, c'est peut-être ce tour-ci qui va enfin, qui va permettre au peloton de se rendre compte que la concentration des top talents, des top coureurs, c'est mauvais pour le cyclisme. Et que finalement, un coureur a peut-être intérêt à signer dans une équipe qui n'est pas le top du top, mais peut-être dans une équipe qui est le numéro 3, le numéro 4 de la hiérarchie, pour être un vrai leader. Et moi, je m'en réjouis, c'est peut-être ça la meilleure nouvelle finalement, c'est qu'on va avoir un Ayuso qui va cette fois-ci être un vrai leader dans une autre équipe, qui n'aura plus d'excuses finalement, mais donc qui pourra effectivement se battre à armes égales cette fois-ci avec d'autres gars qui étaient précédemment ses coéquipiers. Et de manière plus centrée cette fois-ci sur le team Emirates, j'ai trouvé de nouveau cette Vuelta à l'image de ce que UAE nous a offert tout au long de la saison. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas s'il y a une tactique qui n'est pas respectée, et là, il y a un problème de management, ou s'il y a une tactique qui est respectée, et là, il y a un problème de management. Ah, C'est- enfin, je vais mettre Almeida de côté. Comment une équipe pareille la joue comme ça avec Ayuso et avec Vine? Euh, Même si, comme tu l'as dit, on a senti qu'au bout du compte, Vingegaard était en contrôle et n'a pas vraiment été mis en difficulté. Est-ce qu'Almeida aurait vraiment pu le mettre en difficulté avec un coéquipier en plus? Je sais pas. Mais les rares fois où Almeida devait avoir un gars avec lui, il n'a eu personne. Alors que des Ayuso ou des Vine étaient stratosphériques à d'autres moments. Et on a eu ce débat en cours de Vuelta sur savoir est-ce que c'était pas plus mal finalement de jouer les victoires d'étape, quitte à ne faire que deuxième, parce qu'on peut pas dire qu'eux aient raté sa Vuelta, hein. Ils ont Mm. remporté la moitié d'étape à eux seuls, et ils font deuxième en remportant un maillot distinctif, donc c'est top pour eux. Mais c'est vrai que si tu viens en disant à ton gars, à Joao Almeida, écoute Joao, tu te sacrifies dans les plus grandes courses pour ton leader, mais en échange, t'es leader sur la Vuelta, mais t'es leader, mais t'as pas de coéquipier. Si, on va te mettre Gross Schartner quand tu as besoin de rendre ton kawaii à la voiture, et Novak quand tu as besoin d'un bidon après 20 km. Par contre, quand tu seras au mano à mano avec le Danois, voilà, tu te démerdes, hein. De toute façon, c'est quand même de 1 contre 1. Enfin, voilà. Je sais pas. Je sais pas quelle est la réponse à apporter à ça. Mais donc, cette Vuelta pour UAE a été à l'image de ce qu'on a vu tout au long de la saison, c'est-à-dire une tactique qui me dépasse, même si, de nouveau, je répète, je peux entendre qu'il y avait cette volonté de, comme on sait qu'on gagnera peut-être pas, bah, on va chercher la victoire d'étape. Mhm. ouais. Moi, je vais te répéter ce que j'ai dit et je vais aller contre moi-même. Je vais te répéter ce que j'ai dit, effectivement, avec l'idée de. Je pense qu'ils savent que Vingegaard, il est au-dessus. Et donc, prendre ce qu'on peut prendre. Moi, ça me choque pas sur le. Comment dire? Sur l'objectif chiffré d'une équipe. Je trouve que c'était la meilleure chose à faire. Par contre, je vais nuancer sur deux choses. Je vais encore citer Saderaï. J'ai entendu, je crois que c'est Jackie, je ne le connais pas très bien, j'avoue, mais bon, c'était sympa. Et voilà, et qui disait, je sais pas celui, je sais plus qui disait dans ce podcast. Ouais, mais les gars, ok, mais on parle du AE. Qu'est-ce qu'UAE en a faute de gagner 2 étapes en plus d'une Vuelta? C'est pas totalement faux. Ça, c'est une première chose. Et là, surtout, où je vais nuancer mon propos, c'est avec ce que tu viens de dire. C'est vis-à-vis d'Almeida. Même si c'est pour faire deuxième, même si tu penses que tu vas faire deuxième,
vis-à-vis d'Almeida, si tu veux garder Almeida qui va se dévouer et tout ça, je pense qu'ils le garderont quand même parce que ils ont l'argent et ils vont l'obliger à respecter son contrat. Mais bon, Almeida, je pense que oui. Enfin bref, tout le monde n'est pas Ayuso, sans dire qu'Ayuso a eu tort, mais voilà. Non, mais globalement, pour service rendu, c'est vrai qu'ils auraient pu être plus fédérés autour de lui. Ça, je suis assez d'accord. Mhm. Je crois qu'à partir du moment où ils ont vu une toute petite faiblesse chez Vingegaard, ils se sont dit, allez, le samedi, on va essayer. Vine, il a fait Ouais. d'ailleurs un très bon boulot en tant qu'équipier ce jour-là. Voilà, on peut en débattre. Je te dis, en objectif pur chiffré, pour moi, c'était le mieux qu'ils pouvaient faire, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Mais, enfin, oui et non. Quand ils partaient à 2 devant les 2 meilleurs, ça c'était un peu exagéré. Ils en auraient mis 1, c'était bien. Mais par contre aussi, effectivement, sur cette histoire de concentration de talent, putain ouais, le ras-le-bol quoi. Moi je suis Ouais. alors tous ceux qui nous suivent depuis un moment, je vais pouvoir parler très librement parce qu'ils savent que je suis pas du tout anti-UAE. Globalement, il y a plein de coureurs que j'aime bien dans cette équipe. À un moment donné, tu regardais même pas le début de l'étape, tu allais sur PCS ou sur n'importe quel site qui retransmet des infos, tu voyais la compétition d'échappée, bah ça va, regarde pas, tu sais Ouais. qui a gagné, quoi. On Putain, se le disait par merde, message. quoi. Ouais, on s'envoyait des messages par privé, Alexis, il voyait Solaire devant, bon, bah bravo pour ta victoire. Enfin, mais ouais, à un moment donné, et on va, je vais faire un tout petit truc en avance et puis on reviendra, on va parler après des Canadiennes, c'est la même chose, quoi. Putain, il y en a marre. Ouais, bah, Il y pas en a que les marre. Canadiens. Tu te dis: «On va regarder autre chose», hop, Del Toro qui gagne, voilà, c'est Ouais, c'est bon, et en c'est plus, trop. et en plus, les meilleurs concurrents, c'est les équipiers. Il pourrait Ouais, ouais. justement y avoir des mecs qui pourraient offrir des superbes courses, mais ils sont équipiers, donc du coup, non, quoi. Donc c'est vrai que, et ça vaut pas que pour UAE, hein, mais c'est tout ce qui est concentration de talent, en fait, ouais, c'est un peu pénible. Hein. Et pour ceux qui nous écoutent, hein, qui connaissent un petit peu Damien, Damien, tu dis il y a beaucoup de coureurs que tu aimes bien chez UAE, il y a beaucoup de coureurs que tu aimes bien partout, hein. Globalement, il y a. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il y a plein de coureurs vraiment là. Voilà, je sais pas, vous avez encore quelque chose à dire sur la Vuelta, parce que sinon je me lâche sur les Canadiennes. Non, pas Ben, forcément. peut-être, Vas-y, et Romain. une dernière chose, c'est vraiment un tout petit truc, et c'est en lien avec UAE et un cours que m'a cité, c'est Marc Soler. Moi, j'ai trouvé sa Volta assez géniale justement parce que ben voilà un mec qui sait quand même Mimina pour Almeida, qui a quand même Mhm. été chercher sa victoire d'étape parce qu'il fallait quand même pas trop pousser non plus. Si les autres y vont, je vais y aller aussi, hein, c'était un peu ça. Mais en fait, ça m'a marqué parce que c'est un gars, je ne vais pas dire que je le détestais, mais il y a 5 ans d'ici, je n'aimais pas, Mhm. je trouvais, enfin, qui est ce mec qui pète un câble sur son vélo, et finalement, 5 ans plus tard, je trouve que c'est un des rares gars encore qui, c'est de l'émotion en fait, qui ne Mhm. Mhm. sait peut-être pas canaliser. On en connaît un autre en Belgique, qui a parfois du mal à gérer ses émotions sur le vélo. Mais, on est devenu dans un cyclisme assez aseptisé Ouais. finalement, où les mecs, roulent en regardant leur compteur, avec l'oreillette dans l'oreille, et voilà un type qui nous offre un peu de show, tout en étant dans la meilleure équipe, en étant, un homme indispensable pour le coup, sur cette Vuelta. Vous avez tous vu cette vidéo où, un fan, tend le Ouais. bras et lui tend le bidon, et puis au moment où on pense qu'il va lui donner le bidon, et hop, il lui fout de la flotte au visage, et puis il repart en se marrant, et Ouais, je me suis dit: «Bah, il va au moins lâcher le bidon», même pas, non, c'est ouais, enfin le mec est là, il s'amuse, voilà, c'est un gars qui est devenu, je trouve, vraiment plaisant à Ouais. regarder Un peu un coureur à dans une l'ancienne. équipe ouais, et dans une équipe qui, est de moins en moins plaisante effectivement à voir parce qu'elle est outrancièrement dominatrice. Je ne sais pas si les termes est vraiment exact, mais c'est ça le drame effectivement des sports aussi, c'est que quand une équipe ou un coureur ou un athlète est à ce point dominateur, souvent c'est très clivant, soit on adore, soit on déteste. L'avantage d'une équipe, c'est qu'on peut encore faire la part des choses entre l'un ou l'autre. Mais ici, voilà, je trouve que dans cette équipe, effectivement, qui est de moins en moins agréable à voir parce qu'elle gagne de trop, il y a encore des mecs, qui restent rafraîchissants pour faire le Mhm. petit tour avec, l'exemple du bidon. Voilà, pour clôturer ouais, sur, UAE pour la Vuelta en tous les cas. ouais. Ouais, j'avais bien sur les Canadiennes, mais voilà, tu vois, je vais citer un gars qui n'était sur aucune des deux. Tu dis j'aime bien, oui, j'aime tous les coureurs, c'est vrai, franchement, presque tous en tout cas. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des mecs chez UAE, je les adore, et Solaire, c'est un exemple. Moi, il y a un gars que je parie que plein de monde déteste et que j'adore, c'est Yann Christen. Il court n'importe comment. Alors, on parle de Ouais, l'individualisme oui. d'Ayuso. Christen, il pense à sa gueule aussi.
Mais j'adore ce gars, il part, puis il se fait péter le caisson, il est complètement cramé, puis il en remet une malgré tout. Tu te dis, il n'était pas mort lui. Enfin, voilà, Ah, des mecs comme c'est ça, chouette à j'adore voir. ça, quoi. Ah, Hein. c'est chouette à voir sur, oui, pour nous, spectateurs neutres. Et en plus, ils font en l'air sa propre équipe. Oui, Donc, c'est tout bénef. ben voilà, tu vois, c'est bénéfique pour tout le monde. Bon, ben les gars, je vous propose de passer sur les Canadiennes. Donc, on a eu le Grand Prix de Québec et on a eu le Grand Prix de Montréal. Je vais prendre la parole en premier. Je suis désolé, c'est pas très poli, mais il faut que je vous parle de ce que j'ai vécu avec la victoire de Julien Alaphilippe. Euh, On va perdre j'ai- beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. Ouais. on va perdre des auditeurs. Alors, je vais vous le dire la vérité, c'est que j'ai pas su suivre la course. Donc, j'ai ouvert, enfin, je me suis fait spoiler. En règle générale, je regarde pas mal de courses en replay, je veux pas avoir le résultat. Et là, pas de chance, je vois le vainqueur. Je me dis, mais Julien Alaphilippe, sur Génial. cette piste-là, bon, super, super content, mais vraiment super content parce que j'aime beaucoup Julien Alaphilippe, donc voilà, très content. Mais aussi quand même intrigué. Je me dis, mais comment Julien Alaphilippe est allé gagner cette course? Je veux voir ça. Donc, je me remets la course. Putain, mais quelle horreur cette victoire! Mais c'est horrible, putain, mais c'est pas Julien Alaphilippe, c'est l'inverse de Julien Alaphilippe, et c'est tout ce que je déteste dans le cyclisme. Alors, je lui ai fait de la pub, donc j'espère qu'il va pas m'en vouloir, je vais le reciter. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté le podcast Le Coup Tordu, et Vincent vantait les mérites de la masterclass tactique, etc. de Julien Alaphilippe. Je vais pas faire de procès d'attention à Vincent, parce que, avec ce que je l'ai déjà écouté, je pense que lui dirait la même chose. Je vais vous citer le plus iconique. Si Rui Costa fait la même chose, je pense que Vincent est capable de dire c'est très bien joué tactiquement. Donc je ne vais pas faire de procès d'attention à Vincent du tout. Mais moi, ça me rend fou d'entendre ça. Alors oui, effectivement, je peux pas aller contre ça. Tactiquement, c'est bien, il a pris le coup d'avance et puis bah, il s'est reposé. Mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner. 75 km, 3 relais. Un relais à 40 km quand le deuxième groupe va revenir, mais tu sais très bien qu'il va rentrer quand même, comme ça tu auras donné un relais. Un relais à 10 km de l'arrivée et un relais à 5 où bah, là ça compte plus, c'est bon, on joue à victoire, tu fais un relais et puis c'est parti en attaque. Non, pitié. Et après, bah, justement, lui, il dit il a fait du Veuclair, bah, c'est tout ce que je déteste. Veuclair, Rui Mm. Costa, Jérôme Cousin, enfin voilà, tous ces mecs-là. Maintenant, voilà, après, on va me rétorquer, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour battre des Tadej Pogacar, etc. Faut se battre Bah, avec c'est ses ça, oui. armes. Ouais, mais ok, mais putain, à un moment donné, j'en veux un peu aussi à tous les autres qui ont roulé avec, hein. Mhm. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, à un moment donné, non, tu sais que tu vas te faire fumer. En plus, il sortait quand même d'un Tour de Grande-Bretagne. On sait qu'il est en forme. C'est plus Julien Philippe d'avant, mais en voyant ce groupe-là, si vous participez tous et que Julien il donne pas un coup de pédale, bah en fait, tu fais quoi? Tu roules contre contre Pogacar ou contre UAE ou contre, j'en sais rien. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est à peine déguisé, hein. Bettiol l'a dit lui-même. Il est content que ce soit pas UAE qui ait gagné. Donc, ça Ouais. commence un peu à rouler contre UAE. Et, bah, moi, voilà, les deux Canadiennes, j'ai vu 3 kilomètres de Québec bah, parce que j'avais parce que j'étais pris. Et j'ai vu 30 kilomètres de Montréal, 40 kilomètres. Donc voilà, je ne peux pas dire grand-chose. Voilà, je n'aime pas, clairement. Je déteste voir en live quelqu'un faire ça. Maintenant, je suis très content que Julien ait gagné. Et puis voilà, c'est vrai que il a fait ce qu'il devait faire pour gagner en 2025. Et je pense que ça ne marchera pas deux fois. Voilà, j'imagine. Mhm. Mais oui, c'est dommage. Ça aurait été plus beau que, oui, il roule contre UAE et qu'au final, ce soit Bettiol ou un autre qui ait gagné. Mais voilà. Lui, je pense qu'in fine, bah, ça fait une ligne de plus à son palmarès et il n'y a que comme ça qu'il l'aura eu. Donc, Mhm. dans 10 Ah, ans, personne ne pourra rien lui dire, je pense. oui, 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 c'est sûr. Avant de laisser Romain réagir, euh, on part bah, tous les deux un peu dire tiens, c'est presque roulé contre UAE. Après, il faut apparemment pas sous-estimer. J'avoue, peut-être que moi je m'intéresse pas assez, puis on est belge, on voit peut-être moins d'écho de ce qui se passe en France. Euh, Vincent disait, il faut pas sous-estimer aussi on le fait, on accepte ça de Laura. Julien Alaphilippe qu'on n'accepterait pas d'autres. Julien Alaphilippe Mm. apparemment a quand même très bonne publicité, très apprécié dans le peloton, et Ouais. donc d'abord c'est quand même un sacré coureur, c'est pas un mec lambda, c'est pas n'importe qui, donc peut-être qu'on laisse faire un peu plus ces mecs-là. Et puis apparemment, il est très apprécié, il sait faire de la politique, comme Vincent dit, dans le peloton et avoir une bonne image. Donc peut-être qu'on l'aurait pas accepté de n'importe qui non plus, même si on lui a fait un cadeau une fois, je crois pas effectivement qu'on lui refera souvent ce coup-là. Mhm. Romain, Ouais. pardon, Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve qu'effectivement, j'espère vraiment qu'il gagnera encore une belle course World Tour différemment.
parce que ce serait un petit peu dommage que la dernière grande course qu'il gagne le soit de cette façon-là, parce que c'est un gars qui nous a enchantés pendant des années. Mhm. Il fait partie de ces coureurs qui ont replacé, je trouve, qui ont rendu au cyclisme ses lettres de noblesse, qui ont rendu ce cyclisme attractif à nouveau, un peu Mhm. comme un Peter Sagan, un peu comme un Philippe Gilbert encore avant eux. Et donc, c'est vraiment un très grand champion qui mérite évidemment notre respect. Et je pense que on le respecte et on le respecte d'autant plus qu'on se permet, je pense, de pouvoir dire ça parce que je suis convaincu aussi que si c'est quelqu'un d'autre, ça marche pas, ça passe pas. Ouais. Parce que la meilleure preuve, je pense, c'est qu'une fois que la ligne est franchie, les mecs qu'il a entubé du début à la fin viennent le féliciter avec un grand sourire. Le mec n'a que des potes dans le peloton. Et c'est pas par hasard. C'est aussi, oui, parce qu'il est politicien, peut-être dans le peloton, et qu'il sait se faire des amis, mais ce mec, il a un respect de la part de l'ensemble du peloton, et ce respect, il n'a pas été le chercher en ratonnant évidemment toute sa carrière. Mhm, bien sûr. Et donc, voilà, de nouveau, je pense que si c'est Rui Costa qui gagne comme ça, il n'y a pas tous les sourires à la fin de la part des mecs qui viennent battre. Donc, voilà, ça, en fait, ça me désole pas tellement qu'il ait gagné comme ça. Ça me désole que ça puisse effectivement être une petite tâche, entre guillemets, sur son CV, qui serait la dernière grande course qu'il ait gagnée. Parce que finalement, je pense qu'il y a, enfin, je vais pas été vérifié pour cette émission, mais je pense qu'on peut retrouver tous les grands champions qui ont gagné une fois une course en n'en foutant pas une et en bluffant. Et... Bon, ici, c'est vraiment, vraiment beaucoup. On est sur 70-80 km sur la Ouais. fin. Donc, mais voilà, il a tellement apporté à ce cyclisme que je ne peux pas lui en vouloir. Mais c'est vrai, si c'est un autre coureur, le mec se fait flinguer de tous côtés. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est Ouais. clair. Je suis énervé sur le moment, mais après, plus tard, quand on me dira dans les coureurs exceptionnels que tu as vu courir, Ouais. il y avait qui? Il y avait Julien Alaphilippe. Bien Évidemment, ça sûr. va rien changer à ce que je pense de Julien Alaphilippe. Hein, Mhm. soyons bien d'accord avec ça. Revenez, les gars, partez pas, les auditeurs français, revenez. Je l'adore, Julien. Hein. Donc voilà. Et puis après ça, on a eu Montréal. Et là, on est en droit de se poser la question, Alexis. Tadej Pogacar, finito. 2 courses, pas de Ouais, victoire. j'allais dire, Franchement, fini. Voilà. tout le monde parle de lui pour les mondiaux, mais moi, j'ai pas vu de victoire, donc j'y crois pas pour lui week-end prochain. Non, Ouais. plus sérieusement, il peut aller chercher le quadruplé, hein. En vrai, l'année dernière, cette année, l'année prochaine à Montréal et dans 2 ans en France. Franchement, ouais. Bon, oui, il y avait déjà pas de doute avant ça, hein, mais Montréal, c'est clairement une course qui lui convient très bien. Mm. En live, pour ne rien cacher, je t'ai posé la question, tiens, mais à l'échelle Pogacar, faut tout remettre toujours avec lui, Ouais, à l'échelle Pogacar, il n'est pas si impressionnant, si. Et on s'est un ouais. peu posé la question. Et puis après, quand même, il se permet quand même de jouer, d'attendre, tout ça. Bon, au C'était final, avant son accélération finale. En fait, on mhm, s'est posé cette question-là quand il fait l'effort pour revenir surbarré, ouais. sur Barré. Il le fait évidemment trop fort, mais c'est Pogacar. C'était, disons qu'il a pris un petit peu plus de temps que d'habitude pour revenir. Mais Mhm, par contre, son accélération finale était quand même costaude. Bon, après, faut voir. Hein, Simon s'était peut-être crevé. J'ai vu qu'il avait poussé, je crois, 4 chiffres. Enfin, j'ai plus les chiffres, mais voilà, c'était une course très rapide et avec énormément de watts, donc il était peut-être mort. Et peut-être que face à un autre, week-end prochain, ce sera une autre paire de manches, mais son attaque était vraiment impressionnante. Donc tous les doutes qu'on a eus 5 minutes auparavant ont été un petit peu levés par cette attaque. assis sur la selle, Romain. Comme Ouais, incroyable. t'aimes les attaques, que ça te rappelle pas le virage de oui, Ah là d'où oui, tu hein, quel viens, talent. assis sur la selle encore, Ouais. Pogacar. Ouais, tout à C'est fait. impressionnant parce qu'il va plus vite que Simons qui lui est en danseuse, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est sa marque incroyable. enfin, ça devient sa marque de fabrique finalement, hein. Même si Mhm. apparemment tu développes davantage de puissance en étant assis sur la selle que si tu ne l'avais pas, quoi. Mhm. Mhm. Alors j'espère que je dis pas une bêtise, je pense que c'est sur cette course que UAE bat le record de victoires en une saison. C'est quand même pas rien quand on sait que bon, ils ont Molano, j'allais dire, ils ont pas de sprinter, pardon à Molano, mais c'est quand même incroyable. On en parlait de ta super domination. Et alors, ben, on va pas faire un épisode là-dessus et juste toucher un mot, mais on a Del Toro en feu. Moi, je vous donne déjà rendez-vous, vous deux et ceux qui nous écoutent, pour les premiers épisodes de l'année prochaine, parce que
je ne manquerai pas, les amis, de vous imposer, j'allais dire vous proposer, mais là, je vais vous imposer un épisode quel Del Toro en 2026. On va pas le faire maintenant, mais Je veux bien, mais il faut quand même rappeler que il y a un coureur et un seul coureur qui a battu les deux en 1v1 cette année, hein. j'ai l'impression que tu manques beaucoup à tes obligations contractuelles, donc ce Voilà, sera l'occasion de te rattraper. il fallait que je parle de Wout van Aert, évidemment, sur cet épisode, pour toucher mon cash de la Visma. Les amis, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Quelque chose à rajouter? Ah non. Non? Ok. Simple. Ben, de toute façon, on se donne rendez-vous très rapidement, puisque très très bientôt, Alexis, tu les as déjà évoqués, il y a les mondiaux qui arrivent, donc on ne manquera évidemment pas de parler de tout ça et de vous préfacer cette prochaine victoire de Tadej Pogačar. Non, on verra, allez, on en parlera à ce moment-là, mais on fera donc la preview des mondiaux. Donc je vous dis à très bientôt et merci pour cet épisode. Salut, salut! Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao.